Salut Géraud. Salut Kevin. Et merci d'être à nouveau là au pied levé pour prendre le flambeau de notre cher ami Daniele. Ouais, Daniel est encore en congé paternité et du coup, c'est l'occasion. Puis c'est toujours un bon moment. Ouais. Puis bon, je sais pas si combien de temps il va rester dans en congé, et puis si les choses vont reprendre comme avant sur ce podcast, parce que pour être honnête, il est là très gentiment pour me soutenir, mais mais c'est bien aussi d'avoir d'autres invités, de changer un peu, de varier un peu. Donc merci encore d'être là. Et puis on va aborder un sujet un peu particulier, polémique, dis-le. polémique, disons-le, polémique, qui sont alors on l'a titré comme ça, hein, les guerres de chapelle, que sont le design thinking et le design sprint. On va aborder un peu le sujet de la communauté de design, qui est assez clivée autour de ces deux sujets. En tout cas, ça fait, comme tu m'as dit, couler beaucoup d'encre. Et aussi parler un peu de nos points de vue à nous deux sur le sujet, et puis comment on utilise ces différentes approches dans notre métier, chacun de notre côté. Et peut-être qu'on va trouver des points communs ou des divergences, et ça va être, j'espère, intéressant pour tout le monde d'apprendre un peu qu'est-ce qu'on peut faire aussi autour de ces sujets-là, au-delà du, on va dire, du clivage. Et ce que je trouve vachement cool dans ton podcast, Kevin, c'est de se dire que, en fait, quand on parle comme ça, j'aime penser c'est comme si on s'était retrouvé sur un meet-up. Bon, sauf que là, on est à 100 bornes d'écart, mais c'est comme si on s'était retrouvé sur un meet-up, et puis c'est deux gens qui pratiquent, Ouais. deux personnes qui pratiquent, qui discutent, que vous sachiez déjà, on parle de guerre de chapelle, mais aucun de nous deux a la vérité, et aucun de nous deux n'espère avoir la vérité. C'est chiant sinon, mais et puis voilà, on échange. Ouais. Je préfère remettre un petit peu ce petit disclaimer, comme ça fait très américain, mais c'est sur ce sujet un peu polémique. Voilà, c'est juste. Bien sûr, c'est nos points de vue, et puis ça va avec aussi l'idée de cette chaîne, comme tu disais, c'est comme tu l'as très bien fait remarquer la dernière fois, il y a du critical thinking dans le titre. C'est pas pour rien. Voilà, on a chacun des points de vue probablement qui divergent sur certains sujets, mais il y a aussi des arguments très très bien fondés derrière, et l'idée c'est aussi d'explorer ça, c'est de comprendre le sens qu'on fait des choses, quoi. Et nos expériences sont différentes, alors on arrive peut-être à des conclusions différentes sur certains aspects. C'est ce qui en fait une discussion intéressante, toujours. Alors, vas-y, lance-toi. Ah, ok. Donc, c'est moi qui ouvre le débat. Okay. C'est toi qui ouvre. Alors, déjà, je pense qu'il y a un sujet autour donc, on a bien on a un peu mis en opposition design thinking et design sprint dans le titre. Hein, les deux sont des guerres de chapelle. Les deux, chacun va défendre un peu son bout de gras en disant que le design thinking, c'est ça et c'est pas autre chose. Et pareil pour on va dire pour les gens qui sont du côté, s'il y a des gens du côté design sprint, on va dire que ça sera aussi la même chose. Et je pense que ça, c'est le reflet dans nos pratiques d'un besoin d'appartenance à certains aspects d'une communauté. Et ça amène aussi un peu à cette volonté qu'on a de confirmer en fait ce qu'on pense sur certains sujets. Alors, on pourrait trouver ça étonnant moi, je trouve ça des fois étonnant de la part de designers, où on devrait être conscient de nos biais. Et ça va avec la pensée critique, c'est d'être conscient de nos biais, et puis justement d'essayer pas de les contourner, mais de démontrer qu'on en a, et de comprendre comment on peut les rationaliser. Et du coup, je pense que dans le débat, toujours, il y a une forme on a besoin de figures d'autorité sur les sujets. Et surtout dans le design, où on va dire que c'est assez dispersé, quoi, les figures d'autorité. Et on a ce défaut, je pense, de vouloir starifier un peu certains personnages sur certains sujets.
Et bah, voilà, design thinking, ça sera IDEO. Design sprint, ça sera Jack Knapp. Et puis ils ont dit la bonne parole et les gens écoutent parce que c'est des figures d'autorité. Et après, il y a ça. Et après, il y a ceux aussi qui réinterprètent les trucs pour faire leur fonds de commerce et qui vendent une technique particulière qui est associée à tel grand domaine d'expertise, design thinking, blablabla. Et je pense que le défaut de toutes les agences, c'est un peu là aussi. Et donc, tout ce package un peu crée ces communautés. Et Attends. Parce que là, tout de suite, tu opposes design thinking et design sprint. non, je fais pas ça. Je dis, il y a des communautés qui se sont créées autour de thématiques. Okay. Après, à l'intérieur même de ces communautés, il y a des gens qui se battent pour des petites miettes. Genre, design thinking, c'est plutôt ça. Non, c'est plutôt ça. Et le design sprint, c'est plutôt ça. Et ça, c'est pas du design sprint. Comme la version 1.0 versus la version 2 et puis la version 3 et je sais pas trop quoi. Et c'est pareil partout. Je veux dire, ça, c'est les guerres internes. Et après, dans ces deux communautés, il y a des gens qui se tirent des boulets entre les communautés en se disant non, ça, c'est pas du design. Le design sprint, c'est pas de l'application du design thinking et vice versa. Voilà. Et je pense que c'est le problème est à tous les niveaux. Mais c'était juste, j'essayais de faire une description un peu un peu l'état que moi je constate de tout ça. Et après, personnellement, je m'associe plus à certaines idées qu'à d'autres pour plein de raisons qu'on pourra évoquer après. Mais ça ne veut pas dire que je prends forcément parti, même si j'ai pu donner cette impression, je sais. J'ai pu donner cette impression. Mais je ne prends pas spécialement parti sur une communauté versus une autre. Mais voilà, c'était plus un constat. Je ne sais pas si tu partages ce constat et ce que tu aurais à dire là-dessus. C'est ce que je voulais rajouter parce qu'au début, tu t'es assez vite arrivé sur le combat design sprint, design thinking. C'est vrai. Et je pense qu'avant ça, il faut vraiment voir que quelle que soit la méthodologie, quel que soit l'outil, il y a déjà une espèce de guerre interne. Ah ouais. Non, le design thinking, ça va être un double diamond. Ouais, mais moi, j'utilise le triple diamond. Et puis, ok, très bien, les gars. Puis en fait, on s'en fout, non? On s'en fout. Ouais. Et moi, en fait, je suis très content qu'on prenne ce sujet, mais ces discussions, ça me fatigue. Ouais, très bien, allez-y, allez vous battre, mais en fait, ça m'aide pas à faire mon travail. Et du coup, et au sein d'un même sujet, design thinking, design sprint ou quoi que ce soit, il y a ces guerres internes. Puis après, entre les outils, tout ça, il y a encore des guerres et tout ça. Les gars, allez courir ou je sais pas, faites un truc, quoi. Utilisez votre temps correctement. Ou créer un nouvel outil qu'on peut utiliser, qui nous aide, qui nous fait avancer. Et puis trop cool, merci. Ouais. Parfois, on est un peu dans de la théologie, quoi. Ouais, mais alors, en fait, Jake, à l'origine, sur le design sprint, en fait, il faisait comme ça. Et ça, c'est ça qui est important dans le design sprint, c'est qu'à l'origine, il faisait... C'est les guerres de religion. Mais en fait, pour moi, c'est au-delà des religions, parce que je pense que c'est trop... c'est peut-être... ça peut être perçu comme négatif. Je pense que c'est au même titre que n'importe quelle idéologie, en fait. Il y a des concepts qui se sont créés autour de certaines pratiques. Et avec ça charrie son lot d'autres concepts associés. Et je pense d'ailleurs qu'en ça, dans une analyse complètement objective, sans dire c'est bien ou c'est mal, le design sprint et le design thinking n'ont pas les mêmes backgrounds de ce qu'ils ont, d'où ils viennent et qu'est-ce qui a alimenté ces idéologies ne sont pas pareils. Et puis, à quoi ça sert? Alors après, tu verras, pour moi, il y a des catégories de personnes qui vont se combattre sur certaines parties des sujets. Et je pense notamment les gens qui travaillent en agence, en consulting, ou ce genre de choses, vont plutôt se battre sur plutôt l'idéologie dans sa globalité. C'est comment on aborde le problème, parce que eux, ce qu'ils vendent, c'est la compréhension de l'idéologie. Ils vendent pas comment on l'applique réellement, parce qu'après, ils peuvent faire n'importe quoi tant qu'ils ont vendu que c'était du design thinking. Dans les faits, c'est pas très important en fait. Par contre, ce qu'ils ont besoin, c'est de convaincre les gens que ce qu'il leur faut, c'est du design thinking ou du design sprint, ou peu importe en fait. Ça va être plutôt les combats un peu généraux, assez haut niveau, qui des fois disent, comme tu dis, ouais, mais dans mon boulot, à quoi ça me sert, quoi. Puis après, il y a des débats plutôt sur les gens qui le pratiquent tous les jours et puis qui vont se dire, ah non, mais moi j'ai testé ça et puis ça marche pas en fait. Et puis il y en a d'autres qui disent, ah mais si, moi chez moi ça marche très bien. Et je pense que dans les deux cas, c'est un peu lié c'est un problème profond de comment on crée de la connaissance dans le design. En tout cas, c'est ce que je pense. En fait, on n'a pas
on n'a pas une façon de partager la connaissance super efficace. C'est vachement basé sur des niveaux de preuve très bas, c'est-à-dire c'est du case study principalement. Et donc, c'est l'expérience personnelle qui prévaut. Ouais. Et ça fait que les contextes étant différents, tu peux essayer une méthode dans 10 000 contextes. À chaque fois, elle va soit échouer, soit réussir en fonction de plein de variables. Et souvent, en tant que praticien, on est assez ignorant en fait, de toutes les variables qui sont en jeu. On pense que notre propre volonté d'agir sur le monde suffit, mais c'est faux. Et du coup, on aura notre vision un peu biaisée de qu'est-ce qui a fait que ça marche, qu'est-ce qui a fait que ça marche pas. Et ça, on va le vendre comme étant une vérité. Mm-hmm. Et en face, il y a des gens qui ont une autre vérité, Ouais. qui est aussi juste que la nôtre. Hein. Ils ont vécu les mêmes choses. Ils ont vécu leur expérience personnelle et ils se sont rendus compte que ça marchait. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est des conneries. Moi, chez moi, ça marche. J'ai essayé plein de fois, ça marchait. Sauf qu'on ne prend pas en compte tout plein d'autres facteurs. Et je pense que c'est là où se trouve un des gros problèmes du design en général. C'est comment on partage la connaissance dans la communauté de design au sens large. Puis après, je pense aussi, après, ça sert à des arguments de vente. Et c'est pour ça aussi que c'est alimenté derrière, c'est que ça sert des arguments de vente. Et le fait qu'on en parle et qu'on en débatte, ça fait vendre. Ça fait vendre le truc, quoi. J'ai envie de dire. Ok. Mais du coup, ce que tu dis, il y a quand même une recherche de productivisation, de transformer le design en un produit reproductible qu'on utilise partout avec le même résultat. C'est ça que tu dis, hein? Et qu'aujourd'hui, on est encore sur chacun sa petite expérience et puis que c'est encore un peu du custom et qu'on n'arrive pas à forcément reproduire à l'identique. Je dis pas que c'est de la volonté, ça serait de rationaliser le design pour qu'il soit identique partout. Même si je pense que c'est ce que les gens pensent qu'ils font. C'est deux choses différentes. Je pense que dans les faits, quand ils disent c'est comme ça que ça marche, parce que j'ai vécu ça et que ça a marché de cette manière-là, ils pensent réellement pouvoir rationaliser ce qu'ils ont fait et l'appliquer, le généraliser à la terre entière. Ouais. Et sincèrement, en toute honnêteté, c'est ce que je pense qu'ils font, sans prétention particulière. Cela dit, ça marche pas parce que le niveau de preuve qu'ils ont, il est insuffisant pour pouvoir faire ça. Le niveau, si on prend les échelles de preuve en sciences, juste ça, qui est comme la science, c'est ce qu'on fait de mieux en termes de connaissances partagées dans le monde entier. Hein, et on fait voler des avions, a priori, que ce soit en Chine ou voilà, donc ça marche. Le niveau de preuve qu'il faut pour ça, c'est pas le même que celui que nous, on utilise pour dire que le design, ça doit être comme ça partout. Ouais. Et je pense que le gros défaut de toutes les pratiques qu'on a aujourd'hui, c'est de vouloir faire ça, de vouloir prendre des choses qui sont d'un niveau de preuve insuffisant pour être généralisées à tous les contextes et dire c'est ce qu'il faut faire dans tous les contextes. Et c'est un débat qui va sans fin, hein, ça se produit sur tous les sujets. Dès qu'il y a un nouveau truc à la mode, les couleurs, les styles, les boutons, les shadows, les bidules, les machins, les trucs, le design, à chaque fois, dans le milieu du design, on y a le droit, c'est le truc, le trend du moment. Enfin, oui, ok. Est-ce que c'est pertinent d'avoir ça dans tous les contextes? Ah, c'est une question. C'est une question qu'on se pose rarement quand on veut généraliser. Et, Kevin, je sens que tu es en train de t'envoler plus loin, mais Désolé. Désolé. Vas-y, ramène-moi. Je te ramène à moi. Guerre de chapelle, design thinking, design sprint, on en parle, la communauté, blablabla, elle est clivée, ça marche pas, il y a de l'encre qui est écrite, tout le monde a son point de vue. Ok. So what? Toi, c'est quoi? Comment tu utilises? C'est quoi tes points de vue sur design thinking, design sprint? Ok. Je te ramène au sol. D'habitude, c'est Danielé qui fait ça. Aujourd'hui. Oui, alors je suis comme ça. C'est mon gros défaut, c'est que je. Non, c'est ta grande caractéristique. Merci. Écoute, alors mon point de vue, je vais commencer par mon point de vue et de là, je vais dire qu'est-ce que je fais avec. Mon point de vue, c'est que c'est important de comprendre le contexte dans lequel on travaille. Et donc, de cette logique-là, j'en tire des conclusions, c'est-à-dire qu'est-ce que j'utilise. Donc déjà, j'essaie de comprendre dans quel environnement je travaille, qu'est-ce qu'il a besoin pour... c'est quoi les objectifs de cet environnement, de ce que les gens font à l'intérieur, comment ça fonctionne, c'est quoi les dysfonctionnements, je vais y arriver, en général. Et ça, j'essaie de me faire un peu une carte de territoire sur lequel je suis en train de travailler. Et de là, j'en tire les outils que je vais utiliser. C'est mon approche en général. Et elle est bien pour ça parce qu'elle est respectueuse du contexte. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de clé dans ce qu'on fait. C'est qu'on doit respecter le contexte dans lequel on travaille. Si
il y a un contexte dans lequel qui ne nécessite pas de faire telle méthode ou telle méthode, je ne vais pas commencer à les faire parce que ça sera absolument un gaspillage de temps, d'énergie, ça va rajouter de la complexité là où il n'en faut pas, voilà, ce genre de choses. Donc, je vais plutôt faire cette approche-là. Et donc, de là, j'en tire un framework assez général comme ça, et je vais piquer des trucs voilà, qui viennent de méthodologie, soit de l'agilité, soit du design sprint s'il faut. Et là-dessus, je vais rajouter un point. Je ne pense pas que le design sprint en soi soit particulièrement une approche en soi. C'est plutôt un enchaînement. C'est une méthode. C'est une méthode parce qu'elle a des steps. Et c'est pour ça que quand je dis que je prends des trucs du design sprint, en fait, je prends des méthodes qui existaient déjà avant que le design sprint existe. Et puis, je les applique à mon environnement. Puis, qu'on dise que c'était du design sprint ou pas, j'en ai un peu rien à foutre. Pour dire les choses crûment. C'est pas mal. Pardon. C'est ton podcast, hein. C'est mon podcast. C'est pas des gros mots. Ouais. Non, mais tu sais, Danielé se permettait de dire des gros mots. Et voilà, tu es libre. Sens-toi libre, on est entre nous. Moi, je fais le rôle de Danielé, je te ramène sur Terre, et toi, tu utilises les gros mots de Danielé. Ok, c'est bon. On essaye de mettre un équilibre un peu, tu vois. Mais donc, voilà. Et donc, de là, ce que je fais souvent, c'est ça. Je fais du journey mapping parce que souvent, ça m'aide à comprendre le contexte, que ce soit du journey mapping de process interne ou des utilisateurs. J'essaye de créer cette compréhension du terrain. Et c'est un peu l'approche, si je veux la résumer, sinon après, je vais rentrer dans le détail et je parle déjà beaucoup. Et donc, ça, comme conclusion, j'en ai que je me sens plus proche sur beaucoup d'aspects des idéologies de la communauté de design thinking que celle du design sprint à cause de ça, en fait. Même si je trouve que c'est réducteur de le dire comme ça, mais voilà. Parce que le design sprint, je veux faire, je sais pas, moi, on prend l'analogie des recettes de cuisine qui est super utilisée dans le design sprint. C'est comme si j'étais un chef et que je voulais faire un repas différent chaque jour, mais j'utilisais la même recette à chaque fois. Voilà, c'est un peu ça pour moi le problème. C'est si je fais tout le temps la même chose, je ne vois pas pourquoi le résultat serait différent. J'ai du mal à voir. Et d'autant plus si on ne prend pas en compte le contexte, là où on va à la catastrophe. Et le truc qu'il y a avec l'astuce qu'ils ont trouvé dans le design sprint, c'est qu'en fait, ils forcent le contexte à fitter à la méthodologie. Ouais. Et donc, c'est sa force et c'est son extrême faiblesse. C'est que si ton contexte, tu ne peux pas le plier pour qu'il rentre là-dedans, jamais ça passera. Et j'ai vu les dégâts que ça fait. Hein. J'ai bossé dans ma boîte, là où je bosse aujourd'hui. Il y a des gars qui ont fait des design sprints. C'était genre, ce que ça a produit. On a dû résoudre des problèmes après. Ça a généré plus de problèmes que de solutions. Donc voilà. Quel est ton avis sur là-dessus? Et puis comment toi tu fais du coup? Parce que écoute, meurs d'envie de le savoir. Moi, mon point de vue, il est assez simple. Design thinking, c'est au niveau du mindset, la façon dont on va réfléchir, c'est prendre. Ce que je trouve un côté très cool avec le design thinking, c'est qu'il y a 25 bouquins et 44 frameworks. Du coup, quoi que tu fasses, il y a quelques fondamentaux, hein, mais tu retombes rapidement sur un framework ou un autre. Ouais. Globalement, on est sur d'itératif, prendre en compte les besoins utilisateurs, une des phases de recherche, voilà, différentes choses, du prototypage, forcément, toutes ces choses. Et puis, en fait, c'est un mindset au même niveau que l'agilité. Il y a quelques trucs de base, puis sauf que après, quand tu veux appliquer ça, c'est quand même vachement difficile. Donc, ça demande de la pratique, ça demande de l'expérience. Tu fais ta formation avec qui que ce soit, IDOU ou qui que ce soit, n'importe. Après, bon courage. Bon courage pour pouvoir faire quelque chose. Mais par contre, ça t'a donné, ça a câblé ton cerveau ou recablé ton cerveau sur 2-3 trucs qui fait que tout ce que tu vas faire dans ta vie à partir de là, ça va prendre ce mindset. La même chose que l'agilité. Du coup, c'est un truc qui est vraiment transversal, utilisable pour tout. Ça, c'est design thinking. Le côté design sprint, pour moi, c'est comme Scrum pour les développeurs. C'est ultra codifié. Tu lis le bouquin, le lendemain, tu appliques ton design sprint. Alors, tu vas te prendre les pieds dans le tapis à 2-3 moments, hein, c'est clair. Mais par contre, tu sais comment tu vas pouvoir rebondir. Tu as tout. Genre, c'est timé à la minute.
tu as les trucs que tu dois bouffer à midi, des recommandations de trucs à bouffer à midi, à quel moment tu dois mettre tes pauses et tout. Enfin, je veux dire, c'est un truc de dingue. Et là-dessus, Jake Knapp, du coup, qui a écrit le bouquin Sprint Design, il s'appelle, je crois, le bouquin. Sprint, je crois qu'il s'appelle juste Sprint. Exactement, Sprint. Il a fait un job de dingue et par rapport à ce que tu disais, il a cherché à industrialiser cette méthode du design thinking, si on veut, ou une partie. Alors, oui, il faut adapter un bon contexte, mais il a pris un truc, il en a fait un produit, mais genre c'est détaillé à la minute. C'est un truc de dingue le job qui a été fait. De la même façon que on a pris l'agilité, on ne savait pas quoi en foutre. Et puis, il y a quelqu'un qui a écrit Scrum, ou plusieurs personnes probablement, qui ont écrit Scrum, et il y a plein de trucs qui sont définis, les rôles, les timings, les réunions, tous ces trucs, vachement bien. Si c'est, et je te rejoins absolument, si c'est ton contexte. Si c'est ton contexte, c'est probablement la meilleure méthode qui existe au monde, qui a été testée un paquet de fois par un gars qui est vachement brillant, et c'est trop cool. C'est trop cool. Tu n'as aucun risque ou peu de risque à utiliser ces outils. Scrum, Design Sprint. Si maintenant, tu n'es pas exactement dans ce contexte, tu arrives peut-être à bidouiller un peu ce Design Sprint et tu t'en sors, ou alors tu n'es vraiment pas dans le contexte, et puis là, tu dois créer tes éléments. Et je pense que Jake Knapp, quand il a écrit ce bouquin, d'ailleurs, il n'était pas tout seul, ils étaient deux, je crois. Ils étaient deux pour écrire le bouquin, ouais. Puis d'abord, ils ont fait ça chez Google Ventures. Bon, il a quand même une certaine expérience là-dessus. Il a aussi défini, comme tu dis, défini des outils, des méthodes, des éléments qui, en termes de facilitation, sont vachement forts. Et là, il y a plein de choses. Si vous ne faites pas de design sprint, mais vous faites de la facilitation de workshop ou design thinking, genre lisez ce bouquin. Il y a plein de trucs trop cool à réutiliser. Il y a plein d'outils super cool qui ont été créés et d'autres outils qui, après, dans la communauté design sprint, ont été modifiés, améliorés. Et là, je pense au Hack and Map de Stéphane Cruchon, par exemple, qui est un super outil quand on est à plusieurs pour faire un peu le customer journey du sujet. Donc, ça, c'est trop cool. Genre, prenez-le et vous aurez du mal à retrouver ces trucs-là dans la communauté design thinking. Néanmoins, ça aide vraiment les deux côtés. Donc, moi, comme j'utilise, c'est design thinking, c'est la façon dont mon cerveau est branché. De la même façon qu'il a été branché agile, il y a une autre bout qui a été branché design thinking. Et je suis super heureux. Chaque jour où j'en ai besoin, je me dis putain, les gars, ils sont quand même vachement forts. Ça, c'est un côté. Et puis, quand on a besoin vraiment, on a ce problème-là, on sait là où on veut aller. Design Sprint, ça résout ce truc. Boum, on appuie sur le bouton et on sait que en 5 jours, on va avoir un truc. Ouais. C'est pas tout juste. Il faut modifier après, blabla. Fair enough. C'est mieux que si c'est l'un de nous qui se tape à réimaginer 5 jours de workshop avec les mêmes personnes. Blabla. Non, on n'arrivera jamais à un truc optimisé. Ça part du postulat qu'on en a besoin. Absolument, mais oui. Ça part du postulat qu'on en a besoin et ça part du postulat aussi, d'ailleurs, en passant, qu'on a besoin de produire quelque chose de type produit et spécifiquement digital à la fin. Ouais. Et c'est une assumption assez je veux dire, tellement présente en fait que ça crée un biais de sélection dans les problèmes qu'on veut résoudre avec. Ouais. Et là-dessus, moi, de nouveau, je refais un parallèle super fort avec Scrum que j'ai pratiqué pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on se rende compte que certaines des assumptions qui sont pas tout le temps aussi claires. Non. Et là, je te rejoins absolument. Ces assumptions, ces hypothèses de base, elles n'étaient pas aussi claires. Et du coup, tu te prends les pieds dans le tapis et jusqu'à ce que tu dises non, mais en fait, pourquoi ça marche pas? Ah oui, mais en fait, on n'était pas alignés au début. Et là-dessus, Scrum et Design Sprint, en effet, une des critiques qu'on peut leur faire, c'est que ces trucs de base qui font que ce contexte dont tu parlais tout à l'heure, c'est le bon ou c'est pas le bon. En fait, c'est pas si clair au début. Non, et puis en fait, il n'y a aucun outil qui te permette de savoir si ce que tu vas faire est la bonne chose à faire dans un sens, en fait. Et c'est pas vraiment le rôle du Design Sprint de le faire, ce boulot-là. Et c'est pour ça que je te rejoins sur un espèce de séparation de niveau, en fait, entre un aspect un peu framework, philosophique, et puis un aspect peut-être plus pratique. Mais j'ai envie de dire que même dans ce cas-là, moi, personnellement, j'ai du mal à voir des situations où suivre un design sprint à la lettre, elle me servirait. Ouais. De suivre peut-être genre la moitié
Et vraiment, genre, la moitié, quand je dis la moitié, c'est sélectionner en fonction du challenge que je suis en train de résoudre. Oui, d'accord. Mais au même titre que je sélectionnerais n'importe quelle autre méthode qui me permet d'arriver à un résultat, en fait. Donc, si c'est ça, en fait, il y a des fois, il y a un emballement autour du sujet, j'ai vraiment du mal à saisir, à moins que tu n'aies juste pas compris en fait, comment tu fais pour sélectionner des méthodes pour atteindre un objectif, en fait. Et je pense que des fois, il y a un problème. Alors, c'est peut-être moi, hein, j'ai pas envie d'accuser les gens d'ignorance ou de débilité sur certains sujets. C'est vraiment pas le but. Mais je pense aussi, attaché à ça, il y a aussi beaucoup un manque de maturité peut-être sur certains sujets qui fait que oui, ça paraît extrêmement facile de prendre un design sprint et de commencer demain. Je suis d'accord avec toi. Et en même temps, du coup, tu vas peut-être faire un truc complètement faux. Alors, ça sera bien fait, ça sera fait avec du design sprint, mais... Et je pense que là-dessus, t'as un gros biais, Kevin. Je dois te dire, t'as un gros biais. Ah, merci. Merci, j'aime bien avoir des gros biais. Non, mais tu sais, t'as ce profil un peu senior, tu connais vachement bien ce design, tu connais bien les problématiques et tout ça. Moi, je vais prendre un autre contexte où c'est quelqu'un qui connaît rien vraiment au design thinking. Ouais. Et en fait, peut-être que l'output, donc ce qui va être produit par la semaine, le prototype testé, tout ça, c'est pas incroyable. En termes d'outcome, le changement de comportement de ces gens, peut-être ça va ouvrir les yeux à un paquet de gens. Et j'ai vu ça dans le passé, où d'un coup, tu mets tous ces gens, tu fais ces tests utilisateurs, puis les gens disent, mais attends, on a vu 5 personnes, on s'est fait défoncer notre prototype, même si nous, on est, je sais pas qui, blablabla, on s'est fait défoncer notre prototype, peut-être ce serait bien qu'on écoute un peu plus les utilisateurs. Et là, de nouveau, peut-être le prototype, il n'est pas juste. Peut-être derrière, il y a encore plein de trucs à régler. OK, mais le changement de comportement de ces gens-là, il est vachement fort. Je sais, je suis d'accord avec toi. Je tiens à dire que je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je pense que le plus gros mérite d'une pratique comme ça, c'est qu'elle est abordable pour un type qui ne comprend rien au design. Ouais. 1. Et 2, ça amène la compréhension. Je pense que un succès dans un design sprint, c'est pas d'avoir produit quelque chose. C'est le fait que l'équipe entière ait gagné une compréhension sur un truc qu'elle n'avait pas compris avant. Et j'ai envie de dire, c'est presque mieux quand un design sprint échoue, c'est-à-dire qu'on produit un truc qui ne marche pas, que quand il fonctionne, en fait. Parce que du coup, s'il fonctionne, c'est que tu as l'impression que c'est facile, alors que je préférerais des situations où ça échouerait pour ça, en fait, juste pour ça. Parce que le message clé là-dedans, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage de comment on fait pour comprendre, en fait, la problématique. Mais j'ai envie de dire, c'est un apprentissage qui a un coût non négligeable. Absolument. Alors que c'est vendu comme étant quelque chose qui est censé réduire ce coût-là, tu vois, j'ai envie de dire. Oui, mais et en même temps, certaines personnes, parce que la promesse quand même du design sprint, c'est que tu prends n'importe qui pendant ces 5 jours. Hein. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un design sprint, on prend 5 jours, on a une problématique au début. Au bout du 5e jour, on a un prototype qui a été produit et qui a été testé auprès de 5 utilisateurs et on sait quels sont les next steps par rapport à ce prototype. Comment on peut l'améliorer, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ouais. Et du coup, sur ce sujet-là, c'est, comme on dit, hein, le premier pas pour un paquet de gens qui connaissent rien au design, qui connaissent bien le sujet, mais d'un point de vue soit technique, soit business, soit autre, et qui connaissent rien au design, et c'est un premier pas pour eux. Et là-dessus, comme on dit, hein, peut-être que le prototype qui est produit, il marche comme il marche. Mais par contre, ces gens, d'un coup, ils ont déjà écouté des utilisateurs. Et ça, malheureusement, c'est quand même parfois rare selon les équipes. Hein. C'est vrai. Ouais. Donc, ces gens, ils ont découvert ce que c'est un utilisateur, comment réagir un utilisateur. J'ai entendu des histoires qui sont arrivées dans des design sprints où justement, il y avait une telle différence, un tel gap entre les gens qui étaient là et comment ils bossaient avant le design sprint et comment ils ont bossé après le design sprint, que le changement de comportement est énorme. Et ça, alors, ça fait des raccourcis partout, il faut être le bon contexte, tout ce qu'on veut, mais en termes de changement de comportement, pour les gens qui ne sont pas designers, et je pense que c'est là-dessus finalement où on s'aligne, hein, pour les gens qui ne sont pas designers, c'est un premier pas vachement fort. Je refais ce parallèle par rapport à Scrum. Quand j'étais dans le développement d'applications iOS, dans mon équipe, c'était du Scrum. Mais alors, un Scrum, même dans le livre, c'était pas aussi Scrum que ce qu'on faisait. Hein. C'était vraiment un truc de dingue. Niveau de qualité incroyable et tout.
Et en fait, ça nous a permis de commencer. Et c'est ça le message. Hein, c'est pour des gens qui connaissent pas trop, voilà, on met le pied à l'étrier, comme on dit. Puis après, nous, on faisait ce Scrum, puis on s'est retrouvé un petit peu, comme tu dis, un peu, il y a ce contexte, hein, puis on s'en sortait pas, puis on essayait de bouger les épaules comme ça pour se faire un peu de place, mais Scrum, ça nous embêtait. Finalement, on est passé sur autre chose, tout en gardant ce mindset agile. Et peut-être qu'en fait, c'est ça une des valeurs. Alors oui, pour toi, designer, qui a une certaine expérience, qui a ce regard critique parce que tu as vu plein d'autres choses derrière, design sprint, c'est peut-être pas tout le temps ou rarement ou je sais pas quoi, pas la bonne solution. Mais en fait, pour tous les autres gens autour de toi, peut-être que toi, quand tu as tes 3 directeurs qui découvrent le design à travers un design sprint, à la fin, tu dis, oh putain, c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Quoi. Et non, le côté chapelle, tu sais. L'illumination. Exactement. Mais ouais, mais j'ai envie de dire, du coup, tu es d'accord que si tu prends les ingrédients clés, je ne vais pas utiliser le mot ingrédient parce que j'en ai marre des analogies de bouffe. Si on prend les principes clés qui sont derrière ça, en fait, tu peux prendre ces principes-là et tu n'as pas besoin du design sprint pour arriver exactement au même résultat. Les principes, c'est quoi? C'est implication des différentes parties dans le processus de compréhension du problème et du design. Et dans le design, même, je pense que les tendances des derniers ajustements du design sprint tendent à montrer que la production du design, c'est pas trop un truc d'équipe, mais plutôt un truc d'expert. La production même du design, voire même le test, hein, puisque dans toutes les dernières itérations du design sprint, le test, c'est le chercheur qui va le faire ou le facilitateur, ou voilà, mais c'est pas tous les gens qui ont bossé au début. Et la production du prototype aussi. Donc, si on enlève cette partie-là, qui est un domaine d'expertise apparemment, assez pour pas que ce soit un truc d'équipe, tu mets de côté, tu prends les key ingredients du début, et c'est quoi? C'est l'implication des différentes parties. Est-ce que tu n'arrives pas à faire la même chose? Encore une fois, hein, la question c'est, ok, si ça, c'est pas spécifique au design sprint, c'est ce que tu retrouves dans l'agilité en général, c'est ce que tu retrouves dans... aussi, tu es censé retrouver ça dans le design thinking, sur certaines itérations du design thinking, c'est aussi ça. Je vais dire, ok, alors du coup, n'importe quoi qui réussit à faire ça, à avoir ces principes-là, fonctionne. C'est ça le truc. Et en fait, n'importe quoi qui te permet de comprendre à la fin que tu as appris des choses, c'est pareil, ça marche. Donc, tu vois, en fait, oui, certes, j'ai ce regard critique, certes, ok, mais j'ai envie de dire, un des gros biais de tout ça, c'est que, ok, une équipe qui a appris à travailler avec le design sprint, a changé leur manière de travailler avec le design sprint, leur gros problème, c'est qu'ils vont tout aborder avec ça. Parce que après, ils vont se dire, ok, alors ça a marché une fois, on a appris des trucs, on s'est rendu compte, on fait un design sprint, on fait un design sprint pour ci, on fait un design sprint pour ça. Et quand je dis qu'il y a un problème de contexte, mon problème, en fait, il est là. C'est que ce truc qui est tellement ignorant du contexte dans lequel il évolue, que ça a des conséquences aussi néfastes. Hein, ça a des conséquences assez néfastes sur ce que... On va permettre à une équipe d'échouer jusqu'à un certain point. Tu es d'accord? Ouais. Il y a un safe space pour échouer, mais il y a des sujets sur lesquels tu ne seras pas facilement pardonné si tu échoues. Et d'avoir une seule balle à chaque fois pour tous les problèmes, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de toujours bien apprendre de tes erreurs. Et je te donne juste un exemple, c'est des design sprints où les gens ont produit un truc, ils ont mesuré avec les critères du design sprint, c'est-à-dire est-ce que les gens étaient contents, est-ce que ça plaît en fait, est-ce que c'est désirable, et est-ce qu'ils arrivent à performer les actions qui sont attendues à l'intérieur. Donc, c'est quoi? C'est un test d'utilisabilité et de désirabilité. Si après, l'étape d'après, c'est améliorer ce que tu as fait avant, donc en fait, tu fais que de l'optimisation, à aucun moment tu fais réellement de l'itération. C'est-à-dire que tu as appris des trucs, mais elles te servent juste à améliorer ce que tu as produit. À aucun moment, tu es prêt à jeter ce que tu as fait. Déjà. Ça, c'est un gros problème. Et puis deux, si c'est ça que tu fais après, tu es super limité sur en fait, ta compréhension de ce que tu es en train d'atteindre comme objectif. Je vais poser la question un nombre incalculable de fois à des équipes. C'est quoi pour vous ce qui est important en fait que ce que vous êtes en train de faire face? Et la plupart, en fait, elles sont incapables de me dire. On parlait dans un précédent podcast, on parlait de définis-moi le succès ou définis-moi l'échec.
À la fin d'un sprint, tu demandes ça à des équipes, il y en a peu qui sont capables de te le dire. Ils vont te dire, on a appris que l'utilisateur, il plaît pas trop, ça lui plaît pas trop ça, ou que ça marche pas, ou que le truc, c'était pas exactement ce qu'il voulait. Mais à aucun moment, tu remets les questions, genre, est-ce que le problème a été bien défini? Est-ce que la solution que tu as mis, elle permet d'atteindre des objectifs? Ce genre de choses, quoi. Tu sais pas, en fait. Tu es ignorant face à ça. Et voilà, c'est plein de petits trucs cumulés qui me font dire que à l'usage, je suis pas prêt à mettre. Moi, je trouve que c'est un risque. Mais encore une fois, quand une personne me dit j'ai fait ça, ça a marché, je l'ai fait, j'ai utilisé Design Sprint, ça a marché, je dis tant mieux pour toi, en fait, c'est tant mieux. Tu as appris des trucs, ça marche, tant mieux. Ok. Mais personnellement, à titre personnel, j'ai du mal à. Ouais, j'ai du mal. Et je pense que c'est aussi vraiment lié à ta capacité finalement à toi packager un workshop ou un truc que tu vas faciliter de quelques jours, que les jours soient collés ou pas collés, bon, peu importe, mais c'est quand même pour l'avoir fait plusieurs fois et continuer à le faire, c'est quand même un gros job d'organiser ça. Et puis c'est vrai que les fois où tu dis hop, 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 là, ça tombe nickel sur un sprint, ça tombe nickel, c'est exactement le début qu'on veut, c'est exactement la fin qu'on veut, et je te rejoins, le début et la fin sont cruciaux. En fait, on est très content de faire piou, launch. Et puis, voilà, en fait. Et ce qu'on dit quand même, hein, c'est que c'est probablement une bonne introduction à des gens qui connaissent pas le design thinking ou le design. C'est une très bonne introduction. Est-ce que c'est tout de suite le design thinking ou pas? Je pense que là, on est assez aligné. C'est pas ça, c'est un bout de ça. Mais c'est vrai que quand c'est le bon moment, surtout, moi, je suis content d'appuyer sur le bouton. Ouais. Et ce qui me fait rire aussi, c'est est-ce que c'est 3 jours, est-ce que c'est 4 jours, est-ce que c'est 5 jours? Oui, bon, ça, c'est du débat. C'est de l'ordre. C'est sans fin. Puis en fait, alors oui, c'est 4 jours, mais parce qu'on fait pas les tests utilisateurs. Ouais, alors mec, t'as juste rien compris. Déjà au design thinking, donc là, il manque un bout. Ouais, mais c'est 3 jours, mais on fait que les 3 jours, les 3 premiers jours, sauf le prototype et les tests. Ouais, bon, tu fais un workshop, puis t'as pris les 3 trucs. Enfin, Ouais. et c'est ça qui est toujours assez drôle. Ouais. Et j'ai remarqué aussi un truc qui m'a surpris une fois, parce que j'ai lu un article, et puis il y a une personne qui parlait de design sprint. Okay. Elle dit un design sprint de 6 mois, un design sprint. Mais arrêtons d'appeler design sprint tout ce que tu fais qui est de l'ordre du process de design, quoi. C'est comme si je disais que tout ce que je faisais, c'était du design thinking ou méthodologie bidule truc avec un trademark, quoi. J'ai envie de dire, c'est ridicule cette tendance qu'on a à vouloir foutre le mot trendy du moment sur absolument tout. Mais c'est un biais, malheureusement, qu'on a parce qu'on est obligé de se vendre au travers de ça, je pense. D'ailleurs, apparemment, de ce que j'ai lu sur les derniers articles, un design sprint de 6 mois, ça s'appelle un design Ironman. Je ne sais pas où j'ai lu ça, mais. Waouh! Alors, tu viens d'apprendre un truc. Ah oui, Ironman comme les marathons. Tu vois, tu as le marathon de 40 km, mais en plus du marathon, tu as fait je ne sais pas combien de kilomètres de vélo. C'est ça. 120 km de vélo et 5 km de nage. C'est ça, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est un truc de malade. Non, et en fait, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi tu appelles ça un design sprint? Et la nette m'a répondu, je lui ai demandé les références qu'elle faisait, pourquoi elle faisait référence à un design sprint et c'était quoi le contexte dans lequel elle évoluait. Elle me disait, mais pour moi, c'est comme un sprint zéro. Je fais, ce design sprint-là, et je l'avais presque oublié parce qu'avec toutes les discussions autour du design sprint, c'est vrai qu'à un temps, dans l'Agile UX, on appelait le design sprint zéro qui pouvait prendre entre 3 semaines à plusieurs mois, le design sprint. Ouais. Et ça m'était complètement. Et puis j'étais presque hargneux à écrire. Et puis je fais, pardon, merde. Parce que tu vois, quand je lis des trucs comme ça, je dis, mais c'est ridicule. Appelons ça juste design. Et puis voilà, je veux dire, on a besoin d'un moment pour comprendre le problème. Que tu le fasses de manière X ou Y, si tu as compris le problème à la fin, c'est ça qui est important. Tu parles de Agile et UX et ça me rappelle quand j'avais lu le bouquin Lean UX peu de temps avant d'avoir lu le bouquin Design Sprint. Ouais. En fait, j'avais été vachement frustré parce que c'était plein d'outils qui avaient été présentés. Puis en fait, c'est des outils de design, c'est des outils de facilitation, très très bien. J'étais un peu là. En fait, c'est un peu un répertoire d'outils, quoi. C'est pas mal, c'est pas bien, mais de nouveau, ça m'aide pas à packager ça et avoir du sens et tout. Et du coup, quand le bouquin Design Sprint après était sorti, pour le coup, je l'avais trouvé bien packagé.
Et c'est là où on a, voilà, tu parlais de recettes de cuisine tout à l'heure. C'est d'un côté, on a la recette de cuisine, Mhm. 124 grammes de sel. Ok, alors 124 grammes de sel. Ça, ce sera le design sprint. Puis tu as l'autre truc où tu arrives dans la cuisine, tu as tous les trucs, tu as des trucs dans le frigo et tout. Puis, ben, mec, fais-nous, je sais pas, un carpaccio, quoi. Puis t'es un peu là. Alors, j'ai presque envie de te dire, c'est même le mec arrive dans la cuisine, il regarde ce qu'il y a et de là, il va dire, ah bah je vais pouvoir faire ça. Ouais, Ah, peut-être. c'est presque encore mieux parce qu'il n'y a pas l'assumption de ce que tu vas faire au début. Ouais, mais tu as quand même un but dans l'entreprise. T'as quand même, Et c'est quoi tu le vas but? utiliser tes outils pour faire quelque chose. Ok, certes, mais au-delà de l'output, au-delà Ouais, d'avoir un résultat X ou Y, matériellement parlant, l'objectif, c'est de faire progresser l'entreprise. Et ça veut dire plein de choses. Ça veut dire vraiment plein de choses. Donc, d'assumer que la progression se fait que au travers de la production d'un artefact X ou Y, c'est déjà hyper mauvais comme assumptions. Parce que ouais, tu as prédéterminé le résultat que tu voulais avoir. C'est comme si je vais dire, ah, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais manger une glace. Bah, tu vas manger une glace, donc tu sais ce que tu vas faire. Il n'y a pas besoin d'avoir une méthode et un process de 12 000 pages qui t'explique comment aller manger une glace, tu es d'accord? Donc, ouais, c'est le même problème que j'ai quand il y a un type qui me dit, bah, je sais pas ce qu'on va faire, j'ai une startup, mais on va produire une app. Et bah voilà, super. Bah, tu sais pas quel problème tu vas résoudre, mais ça sera une app. Au moins, c'est bien. C'est bien. Et des fois, c'est l'approche, tu vois, elle impose un résultat, quoi. Et ça, ouais. c'est problématique parce que le design, c'est pas que des applications. C'est Mhm. pas que ça. C'est pas que des applications mobiles, c'est pas que, je sais pas, moi, produire un wireframe ou je sais pas trop quoi. C'est plein de choses. Et si ce que tu fais, dans le contexte que tu fais, n'implique pas de développer une application, bah, soit alors, hein, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Voilà. Alors, Ouais, attends, parce que là, vas-y. j'ai l'impression de mettre un point final, mais ça n'était pas. Je veux juste te poser, j'avais juste une question autour de, il y avait un point que j'ai abordé au début. J'ai dit que le design sprint et le design thinking n'avaient pas les mêmes backgrounds, les mêmes origines. Est-ce que je ne sais pas à quel point c'est pertinent dans la discussion. On peut ne pas forcément aborder le sujet, mais je voulais savoir si pour toi, tu vois une corrélation entre leur background et puis ben, ce qu'ils font, en fait, le résultat qu'ils impliquent. Et est-ce que tu as une idée de ces sujets-là ou quoi? Non, écoute, ça me dit rien. Je vois pas ce que tu dis comme différents backgrounds. Je vois pas où tu vas en venir, en fait. Ok. Ce que je disais par rapport à ça, c'est que le design sprint, en fait, il est modelé sur l'approche du lean startup, énormément. Et donc, en fait, son influence primaire, et c'est normal, parce que dans le contexte dans lequel il a été développé, c'est Google Ventures. Ouais, Et eux, ils font quoi? Ben, ils financent des startups. startup. Donc en fait, ils ont modelé un processus de design dans l'approche Lean Startup. Ouais. Et donc, l'idée du Lean Startup, souvent, il part de l'assumption qu'il faut produire quelque chose, et c'est l'assumption majoritaire dans ce domaine-là, c'est qu'il faut produire quelque chose pour que ça ait un impact, pour qu'on ait des données, pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe, et de là, réajuster. Et en Mhm. fait, c'est une boucle d'apprentissage comme ça. Et donc, ça fait très bien son job si on prend cette assumption-là. Et donc, c'est pour ça que je te dis, il y a déjà une idée à la base, c'est qu'il faut que tu produises quelque chose. Et dans le monde de l'IT, on sait produire quoi? Bah, des applications. Donc, nécessairement, on arrive à ces résultats-là. Alors que le design thinking, c'est un grand medley de beaucoup de pratiques qui viennent des tréfonds du design, des origines du design, et dont bah, l'architecture et le design d'objets. Donc, il y a un peu de background dans le design industriel. Mais il y a aussi plein d'autres pratiques qui sont liées, ben, qui ont enfanté une partie de l'agilité. C'est pour ça qu'on a aussi des formes d'agilité dans le design thinking. Même si je ne pense pas que si tu prends certaines références, ça soit réellement toujours le cas. Mais voilà. Et en fait, ce medley, il continue d'évoluer au fur et à mesure, et il est influencé par des nouvelles pratiques. Et comme c'est un sujet, le mot design thinking, qui est partagé par énormément de communautés, et ben au jour le jour, bah, il y a beaucoup de pratiques qui viennent l'influencer. Et c'est ce qui en fait le côté un peu poreux du truc, c'est que tu as du mal à vraiment définir c'est quoi le contour de ce qu'est le design thinking. Et ça en a fait un truc intéressant et ça en fait quelque chose de pas toujours très compréhensible et pas vraiment abordable dans la pratique. Écoute, tu sais, mon point de vue par rapport à ça, si on extrapole un tout petit peu, mais pas Ouais. très loin, j'ai l'impression que l'agilité et le design thinking, c'est pas si loin. Mmh. Il y a quand même pas tant de différence.
Mais ça dépend quand même de quelles références tu prends pour pouvoir dire ça, j'ai envie de te dire. Mais je suis d'accord, dans pas mal d'aspects, c'est vrai. Sauf sur un, c'est que ça part d'un postulat qu'il y a un expert sur un sujet. Et ça, c'est quelque chose que je pense que l'agilité aujourd'hui tend à vouloir euh, niveler, dans le sens où l'agilité cherche de plus en plus à avoir la connaissance partagée pour plein de raisons. Mais, et ça, c'était moins vrai, je pense, dans beaucoup de références du design thinking, où il y a quand même la position, il y a un expert qui pousse l'approche design thinking, qui la pratique en fait réellement. Ouais. Tu vois, genre le designer, quoi. Et ça, je pense que c'est peut-être les différences, mais Ça me paraît assez léger, quand même, comme différence. ok. Je dis pas que c'est pas une différence, mais en effet, selon l'approche que tu prends de l'agilité ou l'approche que tu prends du design thinking, c'est plus ou moins vrai. Euh, mais bon, les fondamentaux, on est dans l'itération, on est dans le contact client, qui est aussi ultra présent dans l'agilité. Ouais. On est dans, il y a aussi un peu cette notion d'être dans le concret, tu vois. L'agilité, ça dit par exemple on arrête la documentation, puis surtout les gars, faites des trucs, puis c'est ça qui va vous donner du feedback. Fondamentalement, c'est la même chose dans le design thinking. Je dis pas que c'est exactement la même chose, mais on est quand même dans des trucs qui pour moi sont vachement proches, quoi, à la fin. Ouais. Ouais. Mais pour autant, je pense pas que cette corrélation qui est entre les deux en fait nécessairement une causalité, dans le sens où je pense pas que les gens qui pratiquent l'agilité se voient comme des design thinkers, en l'occurrence, et je pense pas que les gens qui se disent faire du design thinking se voient comme des gens qui font de l'agilité. Même s'il y a des gens qui disent qu'ils font les deux, hein, c'est pas un problème. Mais j'ai envie de dire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de domaines de connaissances et de pratiques qui existent. Et à différents moments dans le temps, ils ont tendu vers des choses qui se ressemblent, même si ça vient pas des mêmes volontés. Et je pense que... Attends, Kevin, tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse? Non, dis-moi. Il faudrait qu'on fasse un podcast où on essaye de voir si le design thinking, c'est un peu le job que tout le monde fait. Si finalement, c'est qu'une commodité, tu vois. Aujourd'hui, c'est vachement bien et de nouveau. Mais est-ce que si demain, ça ne deviendrait pas un peu une commodité comme quand tu mets Word dans ton CV, tu vois? C'est marrant que tu en parles, parce que c'est pas comme si c'était quelque chose qu'on avait déjà rapidement abordé. Ouais, je vois où tu veux en venir. Mais alors, du coup, on peut mettre l'agilité dans le même lot. Absolument. Bah, absolument, ouais. Mais reprenons ça avec quelques-uns. Ouais. Quand on sera un peu chaud, on fera un podcast apéro aussi. Comme ça, on sera bien chaud à plusieurs. Et puis, on va sujet tous ensemble. Je pense que on a fait grincer des dents à pas mal de gens, juste en mettant tout ça dans le même package. Mais je suis d'accord, il faut qu'on aborde la thématique. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez sur une plateforme qui autorise les commentaires, surtout mettez des commentaires. Idéalement, pas besoin de dire des méchantes choses sur nous, on est des gens gentils, mais apportez des commentaires. Dites-nous que vous n'êtes pas d'accord. Et puis, sur un malentendu, vous êtes invité au prochain podcast. C'est pas le mien, c'est le tien, Kevin. Mais... J'avoue, c'est comme ça que ça se passe. Commentez et sur un malentendu, on invite les gens. Ils sont bienvenus. Et puis... D'ailleurs, c'est comme ça que je suis arrivé. Hein. C'est bon, tu avais une ligne privilégiée, tu avais comme une ligne directe avec Danielé, mais... Ok. Non, mais blague à part, ouais, c'est un bon point. Il faut pas hésiter à commenter. Et puis effectivement, toujours prêt à inviter des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Je pense qu'on va conclure quand même sur le sujet, parce que on a abordé pas mal de points. Comment toi, tu summarise, même si ce mot n'existe pas en français, tout ça. Et puis peut-être que j'ajoute les points que je pense qui sont importants. Mais je pense que mon premier point, c'est ce que j'ai dit plus tôt, les gars et les filles aussi, hein, mais perdez pas votre temps à vous battre pour ces histoires de guerre de chapelle. Il y a des moyens, où il y a des trucs qui sont plus utiles. Hein, créer de la valeur plutôt que d'essayer de perdre du temps là-dessus. Ça, c'est mon point perso. Mis à part, pour moi, voilà, design thinking, c'est au niveau de l'agilité, c'est comment vous allez avoir votre cerveau qui est branché pour penser itératif, penser aux utilisateurs, créer de la valeur très vite, aller voir ce qui se passe, puis comme ça, vous pouvez itérer. Ça, c'est comment vous êtes câblé. Quel que soit votre job,
intéressez-vous, c'est vachement bien, ça va vous aider toute votre vie. Ça, c'est un côté. Design sprint, pour moi, c'est quand on est dans le bon contexte, on sait d'où on part, on sait où on veut arriver, on dit, oula, chaînon, ouais. Oui. Oui, oui. Le chaînon qui manque, c'est un design sprint, ça marche super bien. Boum, vous appuyez sur le bouton, vous déroulez et voilà, c'est top. Et en plus, le design sprint, c'est un outcome, un changement de comportement qui est énorme sur les gens qui font ça pour la première fois. C'est un super outil à utiliser pour ça. Alors, d'accord avec grande majorité de ce que tu viens de dire. J'ajouterais deux points. Un, je pense que même si je suis d'accord que c'est pas là où il faut qu'on pète de l'énergie à débattre sur ces histoires de chapelle, pour rassurer les gens, c'est un truc qui se passe dans à peu près toutes les communautés de pratique. Hein. Si tu prends l'agilité entre Scrum, Safe et blabla et bidule et schmuck, c'est la même histoire. Tu prends n'importe quelle communauté de pratique, je pense que c'est à peu près le même bordel. Donc rassurez-vous, c'est strictement humain. Cela dit, effectivement, il y a des fois on est titillé par certaines remarques, certains commentaires, on n'est pas d'accord. L'important, c'est d'en parler, c'est d'en débattre, de comprendre ce que pensent les autres, qu'est-ce qu'ils entendent par les mots qu'ils utilisent, et puis inversement, qu'est-ce que nous, on essaye de dire avec les mots qu'on utilise. Et puis, ça nous permet de gagner en humilité et puis en compréhension partagée. Et ça n'évite pas d'être en désaccord avec ce qui est dit. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord. Donc ça, c'est un point. Et puis sur ce que tu viens de dire, je pense que c'est très bien ce que tu as dit. Un est plutôt une philosophie, une approche un paradigme un peu, une approche du monde, et puis l'autre est plutôt un process clairement établi. J'appuie légèrement sur le fait que pour moi, le contexte est très important, et si vous avez la possibilité de comprendre dans quel contexte vous évoluez, vous gagnerez nécessairement en compréhension des outils que vous devez utiliser dans ce contexte-là, et je pense que si vous vous intéressez en design en général, c'est quelque chose d'important. Voilà. Merci beaucoup, encore une fois, Géraud, pour cette discussion. C'était génial et super intéressant. Et j'adore qu'on partage nos points de vue. C'est super, super intéressant. Ouais, moi aussi. Et puis, une prochaine. À une prochaine. On a un sujet. Est-ce que design thinking, c'est le Word de ton CV dans 10 ans? Ouais, alors, et maintenant, tu t'es engagé. Hein, il faut que ça se passe. Hein, Ouais, t'inquiète pas. Mais par contre, il faut que Daniel revienne. Et puis, on invitera peut-être une personne ou deux. Donc, si vous êtes motivé pour prendre ce truc, discutez de ça avec nous. Voilà, dites-nous ça dans les commentaires. Et puis c'est super. Exactement. Merci encore. Ciao. Ciao, Kevin. À bientôt. À la prochaine. Ciao.